Parce que la main-d'œuvre que nous trouvons là-bas n'est pas toujours qualifiée aux techniques de construction moderne, mais cela se gère. Nous formons... Vous parlez de la main-d'œuvre locale. Locale, bien sûr. Nous voulons maximiser la main-d'œuvre locale. Mais l'autre difficulté, c'est le manque ou la capacité très limitée de l'État sur place. Parce que cette nouvelle cité, il faut l'administrer au quotidien, il faut la gérer. Il faut une police, il faut une administration locale. Et tous ces marchés, il faut les gérer. Toutes ces infrastructures communautaires, il faut les gérer. Et nous voyons une capacité très très limitée de l'État. Et c'est quelque chose que nous tenons à porter à l'attention des dirigeants de notre pays pour que quelque chose soit fait dans ce sens-là, que les ressources soient mises en place. Parce que nous ne voulons certainement pas aller dans une politique de paternalisme où c'est la mine qui crée une nouvelle cité et qui l'administre. Je ne crois pas que cela soit correct. Alors si ce n'est pas le cas, alors vous avez prévu également une administration publique, des bâtiments pour l'administration publique locale? Mais comme je dis, il y a un bâtiment qui va abriter les services de l'État. Donc il y aura un chef de cité là-bas, il y aura celui qui est comme le représentant de l'administrateur du territoire là-bas, il y aura une police, il y aura un bureau pour tout ce qui est état civil là-bas, pour pouvoir savoir qui vit dans Kokiza et qui habite, parce qu'il y a... Toutes les personnes qui vont dans Kokiza obtiennent un titre de propriété, sont propriétaires. Ils sont propriétaires de ces maisons. Absolument. Donc tout ce qui peut avoir comme conflit parcellaire, etc., c'est une cité, comme toute autre cité urbanisée moderne, qui ne manquera pas d'avoir des problèmes. Eh bien, c'est de cette capacité-là que nous parlons pour gérer toutes ces choses-là qu'il faut asseoir sur place. Alors, lorsque les populations prennent possession de ces maisons-là, ils obtiennent en même temps les titres de propriété ou ce sont des choses qui viennent bien après? Non, ils les obtiennent, c'est-à-dire lorsque nous délocalisons une famille, ces familles obtiennent le titre de propriété, elles obtiennent aussi les terres. Si ces familles avaient des terres cultivables, on leur donne ces terres-là en échange, et aussi du cash si elles avaient d'autres biens qui ne peuvent qu'être compensés en cash. Donc les familles obtiennent tout cela lorsqu'elles sont délocalisées. Alors, très bien. On va également parler, bien évidemment, des avantages de l'État, parce qu'il y en a quand même des scepticismes dans cette affaire, dans ce projet, qui le qualifie d'ailleurs de contrat léonin. Est-ce que pouvez-vous nous dire exactement qu'est-ce que représente l'État dans cette affaire, ou les avantages que l'État peut tirer dans cette affaire? Les avantages, je vais parler de ce qui est immédiat et de ce qui est visible. Aujourd'hui, ce projet qui n'a même pas encore commencé à produire un gramme d'or, ce projet a créé environ 1800 emplois directs et environ autant de manière indirecte. Donc au total, nous avons près de 4000 emplois. 4000 emplois créés. Créés, directement ou indirectement. Quand je dis indirectement, je fais allusion ici par exemple à cet engouement que nous voyons pour les communautés qui nous fournissent les matériaux de construction, tels que le gravier, le sable, les entrepreneurs qui nous fournissent des biens et des services qui sont locaux. Parce que nous voulons maximiser la participation des locaux à ce projet. Donc si vous regardez ces emplois-là, je crois que c'est déjà une des retombées directes. Une autre retombée pour l'État congolais, cette capacité de 35 à 40 mégawatts que nous voulons asseoir là-bas. Nous consommerons une partie, il y aura une partie pour les populations qui nous entourent, il y aura encore une partie pour les opérateurs économiques qui veulent bien venir s'installer dans cette contrée-là. Alors dites-moi, si aujourd'hui, vous avez des routes réhabilitées et vous avez une capacité hydroélectrique installée, croyez-moi, vous êtes parti pour un développement sans limite, pour parler de manière technique. Au-delà de tout cela, il y a le paiement de taxes directes et indirectes. Quand bien même le code minier donne une certaine exonération sur certaines catégories de produits d'importation, il y a encore énormément de produits d'importation qui sont taxés. Il faut payer les droits de douane pour cela. Il faut payer la contribution sociale pour les travailleurs, tant nationaux qu'étrangers. Le paiement de toutes ces taxes, ce sont les retombées de l'État aussi. Et lorsque nous passerons en phase de production, bien sûr, il y aura les royalties qui sont directement liées à la production, qui iront à l'État. Au-delà de tout cela aussi, puisque vous parlez des retombées de l'État, il y a la création, le renforcement des capacités.
Regardez, aujourd'hui, nous sommes en train de former des corps de métier sur place, aux techniques modernes de construction. Les maçons, les charpentiers, les plombiers, etc. Lorsque ces chantiers seront terminés, cette capacité sera disponible pour d'autres projets à venir. Très bien. Monsieur le DG, si je vous ai posé cette question-là, parce que les Congolais, comme je le disais tout à l'heure, sont trop sceptiques, voilà une question qui a été posée par notre téléspectateur qui attendait d'ailleurs votre intervention en direct sur la télévision. Il pose cette question. Ce projet est détenu par une joint venture entre Randgold Resources et AngloGold Ashanti qui détient une participation effective de 90% dans Kibali Gold Mine XPRL et les 10% restants sont détenus par la société minière de Kilomoto, Sokimo, une compagnie de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi justement le Congolais qualifie ce projet de léoné, parce qu'il trouve qu'une part de 10% qui revient à l'État et la grande part est distribuée par les deux entreprises dont je citais tout à l'heure. Très bien. À ce cher compatriote, je dirais ceci. À lui et au reste de ceux qui nous suivent de toute façon. Donc, parce que la question peut-être brûle sur les lèvres de plusieurs autres aussi. Vous savez, pour répondre à cette question, il faut comprendre le contexte dans lequel ces participations se retrouvent à 45% pour Randgold, 45% pour AngloGold Ashanti et 10% pour Sokimo. Bien avant que ces compagnies ne viennent ici, il y avait un projet, c'est le même projet qui était là-bas, mais qui avait une répartition différente au départ. Okimo avait 30% et les 70% restants étaient par Motogold, qui était là à l'époque. Motogold qui, pour la petite histoire, avait été racheté justement par AngloGold Ashanti et Randgold. Le projet n'a pas abouti. Le projet continuait, mais dans le monde des mines, à un moment donné, si vous n'avez plus la capacité financière, si vous n'avez pas les reins solides pour continuer avec ce projet-là, il y a une logique du marché qui fait que vous êtes avalé par quelqu'un d'autre qui a plus de moyens pour continuer avec cela. C'est ce qui s'est passé. C'est la réponse que vous donnez Pas encore, je vais venir. Je ne fais que vous donner un peu le tableau de ce qu'il y avait au départ. Allez-y. Lorsque Randgold et AngloGold Ashanti sont venus racheter les 70% de Motogold, et c'est important que ce cher compatriote comprenne ce que je dis ici, cela a été fait dans les règles de l'art. Ce sont des transactions commerciales qui se font dans les marchés boursiers et qui sont régies par certaines lois, par une certaine éthique, etc., et qui sont auditées par des institutions internationales. Ce marché a été fait, il n'y a aucun problème. Les 70% ont changé de main, sont passés de Motogold à ces deux compagnies qui sont Randgold et AngloGold Ashanti. Et cela, il y avait un prix qui avait été payé, avec le consentement des actionnaires, etc. Mais maintenant, lorsqu'il fallait acheter les 20% de Sokimo, c'était premièrement à la demande de l'État congolais qui lâchait ces parts-là, mais qui voulait les lâcher de manière compétitive et commerciale. Et pour cela, l'État congolais s'est fait assister par la banque que vous connaissez, BNP Paribas. Ce sont des professionnels. Et du côté de Randgold et AngloGold, ils se sont fait assister par HSBC, qui est une banque à Londres. Alors moi, je dis toujours à ceux qui pensent qu'il y a quelque chose de léonin, allez poser la question à ces deux institutions bancaires qui ont accompagné cette transaction-là. Parce qu'au niveau international, on ne permet pas une légèreté dans la conclusion des transactions de cette ampleur. On le fait avec la rigueur qui s'impose. Et cela a été fait. Je crois que c'est une question de compréhension pour beaucoup de nos compatriotes. Je préférerais qu'ils posent la question, que l'on réexplique. Et je crois qu'ils ont la capacité de comprendre, ils comprendront. Mais j'aimerais quand même, peut-être avant que vous n'alliez plus loin, tirer un peu la sonnette d'alarme. Demander à nos amis de faire un peu attention. Nous sommes allés dans la révisitation des contrats miniers. Nous en sommes sortis. Et tout était léonin. Tout est léonin pour une raison ou pour une autre. C'est bien de toujours dire que tout est léonin. Donc aussi, le projet a tenu compte également, du processus de renégociation des contrats miniers. Mais bien sûr, nous avons été dans le processus, nous en sommes sortis tête haute. Il y avait certainement des points à rectifier, à corriger. Nous les avons fait, notamment le paiement des arriérés dans les droits superficiaires, notamment la création d'une joint venture avec le partenaire Okimo qui a été fait,
notamment le paiement des pas de porte, notamment l'enregistrement de nos contrats au cadastre minier. Tout cela a été fait. Donc tout s'est fait dans la transparence, vous voulez dire. Tout à fait, oui, tout à fait. Alors, une autre question, c'est celle de savoir la production du premier Lingot d'Or aura lieu en 2014, vous le confirmez? En janvier 2014. Oui, je confirme cela, mais ce que j'aimerais dire aussi, c'est que nous visons en réalité la mise en route de l'usine de traitement déjà dans le dernier trimestre de 2013. Donc il se pourrait déjà qu'il y ait quelques kilos d'or qui soient produits déjà vers la fin de 2013. Mais 2014 alors sera une année de bout en bout qui sera une année pleine de production. À commencer au 1er janvier jusqu'au 31 décembre, nous aurons atteint notre vitesse de croisière dans la production déjà. Monsieur le DG, une dernière question avant de finir l'émission. Nous l'avons fini avec vous. Est-ce que vous avez quelque chose de très important à dire à nos téléspectateurs qui vous suivent? Vous avez les mots. J'aimerais m'adresser d'abord aux populations qui sont avec nous dans la zone du projet pour dire à ces populations un grand merci d'abord. Un grand merci parce que ces populations se sont appropriées ce projet. Ces populations nous accompagnent chaque jour et ces populations font preuve de patience et de compréhension lorsque certaines choses ne vont pas comme prévu au départ. Il y a un très bon climat de dialogue et de confiance qui s'est instauré avec nos populations. Nous les remercions pour cela. L'Église catholique joue un grand rôle aussi. Nous avons un partenariat assez spécial avec l'Église catholique parce que ça représente beaucoup l'Église catholique sur place, a des grosses infrastructures et nous avons de très bons rapports avec eux. Je les demande de continuer à nous soutenir parce qu'il y a encore un très long chemin à parcourir. L'opérateur de ce projet qui est Randgold, si vous allez voir le background de Randgold, ce qu'ils ont fait en Afrique de l'Ouest, dans tous les pays où ils ont construit des mines, vous verrez qu'ils croient fermement en l'établissement d'un pacte social avec les communautés, à travers la création d'emplois, mais aussi la participation de ces populations à la marche d'un projet. Et c'est ce que nous voulons faire avec ces populations auxquelles je m'adresse maintenant. Mais j'aimerais aussi m'adresser aux dirigeants de notre pays. Vous m'avez entendu parler d'une capacité limitée de l'État congolais. Nous appelons de tous nos voeux que cela soit pris en considération et que tous les moyens nécessaires soient mis en jeu pour que cette nouvelle cité puisse être accompagnée et puisse être encadrée avec les moyens qu'il faut. L'État congolais nous a beaucoup soutenus jusqu'à ce jour. Nous leur remercions et nous continuons à leur demander de continuer à nous soutenir, à continuer à nous guider dans ce que nous devons faire. Et enfin, mon dernier mot serait aux investisseurs, à la communauté des investisseurs, pour leur dire Kibali est venu dans le nord-est de la RDC. Kibali est en train d'investir 1,5 milliard de dollars. Kibali n'est pas fou. Kibali a foi en l'avenir de ce pays. Nous leur demandons de nous emboîter le pas aussi, de venir nous rejoindre. C'est un pays qui mérite d'attirer de très gros investissements pour pouvoir enfin débloquer ce potentiel dont nous avons parlé pendant plusieurs années. Merci Monsieur le DG, je vous rappelle que vous êtes directeur général de la société Kibali. En tout cas, je m'en voudrais si je ne vous pose pas cette question avant de finir cette émission. C'est une question qui vient d'un fidèle catholique. Vous avez assisté à la pose de la première pierre de l'église Sainte-Barbée. À quand les débuts effectifs des travaux avant de finir cette émission avec vous? Comme vous l'avez dit, la première pierre a été posée. Les travaux vont commencer au début du mois de septembre. Donc c'est dans les tout prochains jours. Nous sommes en train de mettre au point les derniers arrangements, notamment certaines études qui sont en train d'être finalisées, mais également une politique qui va permettre de maximiser la participation des fidèles catholiques. Parce que nous voulons que même les fidèles catholiques puissent s'approprier ce projet dès le départ, qu'ils participent à la construction de ce complexe de l'Église, parce que ce sera une très belle bâtisse dont nous serons tous fiers, et que l'Église catholique et ses fidèles puissent se dire « nous avons participé à cela ». Merci Monsieur le DG, je rappelle encore une fois de plus, avant de finir avec vous, Monsieur Luwatun, directeur général de la société Kibali. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Merci à vous également de nous avoir suivis pour le compte de votre émission Décryptage. Prochain rendez-vous sur votre chaîne. Restez branchés avec le même plaisir. Au revoir.